C'est bon ? Oui. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de recyclage de déchets en agriculture et puis les conséquences que ça peut avoir sur la santé des sols. Je suis donc Sabine Houot, je travaille à l'INRA dans une UMR avec AgroParisTech à Grignon dans les Yvelines. Et donc voilà une image de recyclage de compost en agriculture. Alors, quelques exemples de ces matières que l'on peut recycler en agriculture avec des ordres de grandeur de production. Il y a par exemple, le plus important, c'est celui-ci, les effluents d'élevage, qui représentent vraiment la très grande majorité de ce qui est recyclé, avec en gros 300 millions de tonnes de matières qui sont recyclées. Et puis plus proche de nous, il y a des déchets plus urbains, avec les déchets verts, 12 millions de tonnes, nos ordures ménagères, 26 millions de tonnes, les boues d'épuration, 1,3 million de tonnes, nos déchets de marché, de cantine, et de voirie, tout ce qu'on appelle maintenant les déchets des gros producteurs, les biodéchets des gros producteurs, qui représentent 3 millions de tonnes dans un cas, 4,7 millions de tonnes dans l'autre, et puis des déchets et sous-produits agro-industriels qui, vous voyez, sont assez mal quantifiés. Et puis il y a un petit nouveau ici qui est associé aux boues de station d'épuration. Ce sont nos urines humaines, qui en fait, pour le moment, vont dans les égouts et sont recyclés en partie via les boues de station d'épuration. Mais en fait, tout l'azote qui est contenu dans nos urines est très très mal recyclé et donc pourrait être nettement plus recyclé. Et ici, vous avez un exemple d'un flacon d'urine collectée de manière séparative dans un bâtiment, concentré et nitrifié, pour être ensuite vendu. C'est un produit qui est commercialisé en Suisse. Donc voilà. Alors, qui est-ce qui retourne au sol ? Donc ça, c'est une estimation de toutes les quantités, de la diversité des produits qui sont épandus sur les sols. Donc un ordre de grandeur à retenir, vous voyez, c'est 300 millions de tonnes et c'est à 80. Ça, c'est la totalité est détaillée ici. Vous voyez que la très grande majorité, ce sont les effluents d'élevage. C'est tout ce qui est entouré en rouge ici. Effluents d'élevage et essentiellement provenant des effluents de bovins avec des fumiers et des lisiers. Et puis, il n'y a que 6% qui sont des autres matières. Alors, je vais parler de PRO pour produits résiduaires organiques, ou un autre terme, c'est MAFOR pour matières fertilisantes d'origine résiduelle. Alors, PRO, ils sont essentiellement organiques. Alors, on a plutôt glissé vers MAFOR parce que maintenant, il y a beaucoup de combustion de biomasse. Et les cendres issues de la combustion de biomasse, ce ne sont plus des matériaux organiques. Et donc, on a changé un peu cette appellation. Mais bon, ça, en gros, ça représente la même chose. Et donc, seulement 6% qui ne sont pas d'origine d'élevage. Alors, quand on regarde par rapport à la SAU, la pression des épandages que ça fait, si on divise 300 millions par les... Alors, c'est pas tout à fait 300 millions, c'est un peu moins de 300 millions. Et la SAU, on a vu que c'était un peu plus que 30 millions. Mais en gros, ça fait 9 tonnes de matière épandue par an et par hectare de SAU. Alors, ça fait quelque chose d'énorme comme pression d'épandage. Surtout quand on sait que bien sûr, ce n'est pas épandu tous les ans sur toutes les surfaces. Et donc, il y a des parcelles qui vont recevoir beaucoup plus de retour au sol de matière organique et d'autres qui n'en recevront pas du tout. Donc, il y a une assez grande hétérogénéité de ces quantités. Puis, autre élément important à avoir en tête, c'est que ces matières, elles vont être épandues sans aucun traitement, mais ça peut être aussi épandu après compostage ou après différents traitements, dont en particulier le compostage et la méthanisation. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'exemples dans ma présentation sur la méthanisation, mais je vais essayer d'en insérer un peu plus dans mon discours. Alors, contexte favorable à ce retour au sol. Alors, il y a différents contextes favorables. Là, dans ce que j'ai écrit, sans doute le plus ancien, c'est le plan EMA. Donc, c'est un plan du ministère de l'Agriculture, justement, pour développer la méthanisation. C'est énergie, méthanisation, autonomie, azote, où là, on incite le ministère de l'Agriculture à inciter les agriculteurs à développer la méthanisation chez eux pour avoir double bénéfice, produire de l'énergie et utiliser les digestats comme source de fertilisants. Ensuite, on peut citer la loi de transition énergétique, où dans cette loi, alors pour une croissance verte, associée à la transition énergétique, il y a le recyclage et le retour au sol de tout ce qui est matière organique, avec associé à la loi de transition énergétique maintenant la feuille de route de l'économie circulaire,
où là encore, donc on incite à valoriser les matières organiques et à aller vers leur retour au sol. Et puis on retrouve l'initiative 4 pour 1000 qui incite à apporter sur les sols des matières organiques pour essayer, enfin en tout cas, donc, qui incite à augmenter les stocks de matières organiques dans les sols. Et un des leviers, c'est de recycler ces matières organiques d'origine résiduelle. Alors, il y a beaucoup de choses, je suppose qu'on vous les donne, après on peut vous les laisser, ouais, donc vous aurez les chiffres. Et s'il y a une chose que je n'ai pas dit, ces chiffres-là, il y a eu quelques années, on a fait une expertise sur le recyclage de ces produits en agriculture que vous pouvez trouver sur Internet. Et ça, c'est des chiffres qui étaient dans cette expertise. Donc si vous tapez ESCO Mafor, vous avez accès à tous ces documents. Donc voilà, quelle part des gisements valorisés? Alors, pour les effluents d'élevage, on peut considérer que tout est déjà recyclé, plus ou moins bien, mais en tout cas, tout retourne au sol. Et par contre, pour ce qui est d'origine industrielle et urbain, vous voyez que les pourcentages sont plus ou moins importants, allant de, par exemple, pour les déchets qui nous concernent de près, on va dire les bouts d'épuration, donc c'est beaucoup plutôt, 73% des bouts d'épuration qui sont recyclés. Autre chose concernant les déchets ménagers, donc nos ordures ménagères, il n'y a que 14% de nos déchets ménagers qui sont recyclés après compostage. Bon, puis vous avez d'autres ordres de grandeur. Et il y a une forte augmentation possible. Par exemple, on sait, il y a une étude de France Agrimaire qui a mis en évidence qu'on ne collectait que 10% des déchets verts. Et si à peu près la totalité des déchets verts collectés sont effectivement compostés et recyclés, mais on ne collecte que 10% de la ressource complète. Donc il pourrait y avoir une nette augmentation de ce recyclage-là. Et puis pour les déchets urbains, donc quand on calcule, il y a une étude aussi en ce moment, une étude faite par l'INRA sur justement les potentialités de stockage, de répondre aux 4 pour 1000 via différentes pratiques. Et donc il y a en particulier l'augmentation du recyclage. Et donc on a calculé qu'on pouvait passer, via cette augmentation du recyclage, soit par méthanisation, soit par compostage, de 4 millions de tonnes de compost déchets verts ou biodéchets à 16 millions de tonnes de compost et 7 millions de digestats d'origine urbaine. Donc il y a un potentiel d'augmenter fortement ces ressources. Et puis si je reviens vers les urines humaines, actuellement via les bouts d'épuration, on ne recycle que 4% de l'azote contenu dans ces urines, alors que, donc je ne sais pas si vous connaissez Fabien Esculier, qui est le roi du recyclage des urines, il a calculé que les urines de l'agglomération parisienne l'azote contenu dans les urines de l'agglomération parisienne pouvait satisfaire tous les besoins de l'agriculture en Île-de-France en matière d'azote. Donc il y a vraiment un potentiel de recyclage très très important. Et c'est ça qui est écrit là. Alors effectivement, on constate que pour le compostage, c'est en nette augmentation, tout comme la méthanisation. Les chiffres là s'arrêtent en 2011, mais si on avait continué, il y a vraiment une explosion de la méthanisation. Cette méthanisation, elle est essentielle, elle se développe vraiment très fortement chez les agriculteurs. Donc c'est vraiment à la ferme et centralisé, un tout petit peu de la méthanisation territoriale aussi qui se développe. Donc 2 voies de traitement biologique, puisque ce sont des ressources organiques, c'est des modes de traitement biologiques qui font intervenir des transformations biologiques, donc via des micro-organismes qui interviennent dans le traitement de ces matières avant d'être valorisées. Alors j'en reviens au compostage. Là, vous voyez, je vous ai dit qu'il n'y avait que 14% de nos ordures ménagères qui étaient traitées par compostage. Et quand on regarde la composition de nos ordures ménagères, vous voyez que ce qui est putrescible, ça fait 30%, 32%. Et ce qui est encore dans la poubelle résiduelle du carton, du papier carton, ça fait 21%. Donc on pourrait recycler via compostage au moins 30% et puis récupérer encore une partie de ces cartons pour faire à peu près la moitié de nos poubelles pour être valorisées par voie biologique. Donc un développement potentiel. Alors, autre élément à avoir en tête, c'est que cette ressource, surtout quand on a en tête que la majeure partie de ces ressources, ce sont les effluents d'élevage, et donc c'est une très forte hétérogénéité spatiale des épandages. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Donc il y a 3 cartes, ça vous avez vu. Alors, ce sont les épandages de matière de pro, on va dire, en grande culture ici, en prairie ici, et puis les différents types qui sont épandus, avec quasiment presque tout sont des effluents d'élevage, sauf
peut-être le bleu clair qu'on peut repérer ici, où on voit qu'il n'y a pas que des effluents d'élevage dans certaines régions. Et ce qu'on voit, c'est que ces épandages sont distribués de façon hétérogène. On a des régions où il y a vraiment beaucoup, tout le nord-ouest en fait, la moitié nord-ouest du pays, où on a énormément de recyclage en grande culture, et puis on retrouve un espèce d'arc de l'est allant jusqu'au sud-ouest là, où on retrouve de la valorisation de produits résiduaires organiques. Et si on regarde par rapport à la distribution de l'élevage, donc une quatrième carte, on voit que c'est très lié à la distribution de l'élevage, avec en particulier tout l'ouest, là, avec l'élevage en Bretagne, mais aussi ici, ces camemberts-là qui sont très liés à l'élevage présent ici. Et puis il y a une dernière carte sur cette diapositive, où ce sont les zones vulnérables. Alors, zones vulnérables, ça vous parle, ce sont les zones vulnérables, c'est les zones où les eaux sont dégradées, les eaux souterraines sont dégradées, souterraines sont dégradées avec des teneurs en nitrate en particulier supérieures à la seuil, c'est 50 mg par litre. Donc supérieure à 50 mg par litre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine similitude entre cette carte-là et cette carte-là. Donc il y a effectivement les zones où il y a beaucoup de valorisation de matière organique. Il y a des risques de contamination des eaux. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas directement associé, puisque là, on voit qu'il y avait beaucoup de valorisation, mais il n'y a pas de problème de contamination. Donc c'est aussi parce que le système de production est différent. Là, on est plutôt en prairie. Et donc là où il y a de la prairie, ça empêche l'azote de partir vers les eaux profondes. Et puis, il y a quand même toutes ces zones du bassin parisien où il n'y avait pas d'épandage, mais là, c'est une autre source de contamination des eaux, c'est la surfertilisation avec des engrais minéraux qui est responsable de ces problèmes de contamination. Donc voilà, ce qu'on voit là-dessus, c'est que ces hétérogénéités de distribution des matières organiques vont poser un problème de bonne gestion de la valorisation de ces matières, et que peut-être une solution, ça serait de faire voyager une partie de ces matières pour substituer les engrais minéraux dans le bassin parisien par un surplus le surplus des effluents d'élevage dans les zones de production d'élevage. Voilà. Alors, aussi une chose, un élément important à avoir en tête, c'est que cette valorisation et ces matières ont des différents statuts juridiques. Alors déjà, il y en a qui sont considérés comme des sous-produits, donc des sous-produits issus d'une activité. Donc c'est-à-dire que, alors la nuance avec déchets, peut-être vous nous en parlerez plus précisément. Bref, c'est associé à une activité. On ne peut pas faire autrement que d'avoir ces sous-produits. Donc les effluents d'élevage ne sont pas considérés comme des déchets, mais des sous-produits. Et en fonction de la taille de l'élevage, donc ces élevages vont être des installations classées pour l'environnement ou non. Et là, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'associé à ICPE ou non, on doit avoir un plan d'épandage ou pas de plan d'épandage. Donc quand il y a plan d'épandage, ça veut dire qu'on doit déclarer la quantité de matière épandue sur telle ou telle surface. Donc là, les doses pouvant être épandues sont plus réglementées, on va dire. Pour les autres matières, ce sont soit des déchets, soit des produits. Et ça, c'est important parce qu'il y a le statut de ces matières. Si les produits sont des déchets, donc la responsabilité des effets associés à l'usage de ces matières incombe au producteur de la matière. Par contre, si les matières sont des produits, la responsabilité en revient, s'il y a un problème, à l'utilisateur des matières. Alors c'est pour ça que quand on dit épandage de déchets, en fait, ça ne va pas parce qu'ils ne sont pas tous des déchets, puisqu'il y a des produits et il y a des sous-produits. Et donc, c'est vraiment, on ne sait pas très bien comment les appeler, toutes ces matières. Et donc, il y a des déchets. C'est par exemple les boues de station d'épuration. Donc, dans les boues de station d'épuration, elles doivent être épandues selon des plans d'épandage. Les plans d'épandage, donc la réglementation date de 1998. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est très bien cadré, qu'il y a un encadrement analytique des sols, de la qualité des matières qui sont épandues et un suivi de la qualité des sols. Les doses qui sont apportées aussi sont contrôlées. Pour les produits, il y a des critères de qualité sur les produits, il y a des seuils, ils doivent être
ils doivent correspondre à des critères définis dans des normes d'application obligatoires, ou dans des cahiers des charges, ou dans des règlements européens. Et donc, ce qui est contrôlé, c'est uniquement la qualité du produit qu'on épand, mais pas il n'y a pas de suivi de la qualité du sol qui reçoit les produits au fur et à mesure des épandeurs. Et puis, il y a des très grandes différences de responsabilité aussi. Donc bon, alors si on travaille là-dedans, ça c'est vraiment des choses importantes à avoir en tête constamment. Et puis, il y a bien sûr des interactions avec d'autres réglementations, comme par exemple la directive nitrate, pour réglementer les quantités pouvant être épandues, ou des bassins limités sur le phosphore, comme ce qu'a montré Christian tout à l'heure, où là, c'est la dose de phosphore qui va être limitée. Alors, pourquoi est-ce qu'on épand toutes ces matières? D'abord, c'est parce qu'elles ont un intérêt. On n'épand pas des déchets pour le plaisir d'épandre des déchets, mais on épand ces matières parce qu'elles ont un intérêt pour les sols et pour les cultures. Et alors, les exemples que je vais utiliser proviennent pour la plupart de résultats d'un réseau de sites de longue durée qu'on a depuis une vingtaine d'années maintenant, qui est distribué sur le territoire national, mais aussi en zone tropicale, où on suit les effets au fur et à mesure des épandages de la matière organique, les contaminants, les métaux, les pathogènes, etc. Et donc, si vous voulez faire des mesures sur nos sites, vous êtes les bienvenus pour aller, s'il y a un sujet qui vous intéresse, ces sites sont ouverts à la collaboration. Et alors, pourquoi ces matières sont épandues? Parce qu'elles ont un intérêt agronomique, et on va dire qu'on va avoir deux grands types d'intérêts agronomiques. Ça va être soit des produits qui sont amendants, donc des produits qui vont nous permettre d'augmenter la matière organique dans les sols, ou de augmenter le pH des sols, ou ce sont des produits qui vont être fertilisants et qui vont permettre de libérer des nutriments pour les plantes assez facilement disponibles. Après, ce que vous voyez sur ce schéma, alors je vous ai dit les deux grands types d'intérêts pour les sols, et vous voyez aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'en amont, cette matière, elle va avoir soit un caractère amendant, soit un caractère fertilisant, et que ça va dépendre d'où elle vient en fait, et de l'origine de la matière et du traitement qu'a subi cette matière. Donc ça, prendre en compte à la fois le traitement et l'origine des matières pour savoir si on va avoir un produit amendant ou un produit fertilisant. Et puis, autre chose à avoir en tête, c'est que l'augmentation de la matière organique dans les sols va avoir des conséquences sur les autres propriétés des sols, et ça, je vais vous le montrer juste après. Bon, et puis la fertilité des sols va aussi avoir un effet retour sur une meilleure croissance, des meilleurs rendements et des meilleurs rendements des plantes. Alors, ces apports de matière organique et fertilité des sols, on apporte des matières qui vont aller alimenter la matière organique du sol, qui vont être plus ou moins efficaces, comme on va le voir, et de cette matière organique, l'augmentation de cette matière organique dans les sols va avoir un effet sur les propriétés physiques des sols, les propriétés chimiques, l'activité biologique dans les sols. Donc ça, c'est ce qui est résumé ici. Donc on va améliorer les propriétés physiques, on va améliorer la structure des sols, on va améliorer la capacité du sol à retenir des cations dans les sols, et donc de refournir ces nutriments pour les plantes ensuite. Voilà, et puis l'activité biologique qui dépend des entrées de matière organique dans les sols. Alors, le fameux 4 pour 1000, donc le rôle potentiel du recyclage pour contribuer au 4 pour 1000. Alors ça, il y a une brochure de l'ADEME qui décrit très bien ce 4 pour 1000. Et alors, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Donc là, c'est une des façons. Donc ici, c'est représenté sur ce petit schéma sont les différents stocks de carbone, on va dire, sur Terre, avec les stocks les stocks de carbone fossile, les stocks dans les sols et dans la végétation. Donc tout ça, c'est en gigatonnes de carbone, voilà, en milliards de tonnes de carbone, oui. Les stocks dans les océans, et puis les flux, le stock dans l'atmosphère aussi, et puis les flux entre ces différents stocks, avec les émissions liées à l'utilisation du carbone fossile, la respiration du sol,
au contraire, la photosynthèse, la fixation dans les océans. Et ce qu'on voit, c'est que le bilan de tous ces flux est positif. Et il y a donc une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, en tout cas des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce bilan carbone, il est de plus 4 gigatonnes dans l'atmosphère. Et quand on regarde dans les sols, ce qui est dans les sols, donc là c'est la totalité du carbone dans les sols, mais si on regarde que la quantité de ce carbone dans l'horizon de surface du sol, donc dans les 30 premiers centimètres, on voit que ces stocks de carbone dans les sols sont de 1000 gigatonnes, équivalent à 1000 gigatonnes. Et donc pour compenser, c'est là que vient le 4 pour 1000, pour compenser ce surplus de 4 gigatonnes, il suffirait de 4 divisé par 1000 d'augmenter ces stocks de 4 pour 1000 par an pour compenser le surplus, le bilan positif de 4 gigatonnes dans des flux de carbone. Et pour les sols, alors bien sûr, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de faire moins d'émissions avant de chercher à les compenser. Et si on regarde dans les sols à quoi ça correspond, un sol, alors là, il est un peu plus haut que le 1% que mentionnait Christian tout à l'heure. Mais s'il a 1,25% de carbone, une augmentation de 4 pour 1000 par an, ça voudrait dire augmenter de 0,2 tonnes de carbone par hectare et par an, ou passer de 1,25 à 1,3% en 10 ans, ce qui fait quand même pas énorme comme augmentation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les produits résiduaires organiques? Et là, j'utilise des résultats d'un de nos sites où on épand différents types de compost, du fumier, et la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on apporte 4 tonnes de carbone par hectare tous les 2 ans. Donc ça, c'est les flux de carbone qui rentrent dans les sols. Bon, c'est supérieur à la pratique, mais en tout cas, voilà. Donc on pourra revenir sur les types de matières après, si vous voulez. Et voilà ce qu'on observe, c'est depuis le départ de l'essai. Donc vous voyez que on a dans les différents traitements, dans le traitement témoin, on a une constance ou une légère diminution des stocks de carbone dans les sols. Et puis dans les autres traitements, vous voyez qu'on augmente les stocks de carbone dans les sols, et on peut dire que depuis le début, ces augmentations, elles sont à peu près linéaires, et donc on peut calculer une pente d'augmentation qui est calculée ici, le rendement en carbone, donc de tonnes de carbone par tonne de carbone, enfin non, l'augmentation du carbone, elle est là, et vous voyez qu'on est bien au-dessus combien j'ai dit avant, c'était 0,2 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc là, on est largement au-dessus des 0,2 tonnes de carbone par hectare et par an stocké. Donc c'est très largement supérieur au 4 pour 1000. Ce qu'on voit aussi, c'est que le rendement, qu'on apporte les mêmes quantités de carbone dans les différents traitements, et que l'efficacité des matières est différente d'un produit à l'autre, puisqu'on en a où on augmente plus que d'autres. Et donc ça veut dire que la qualité de la matière organique qu'on épand est différente d'un produit à l'autre. Et donc, il nous faut comprendre pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un indicateur qui s'appelle l'indicateur de stabilité de la matière organique, qui nous permet ensuite, voilà, ici, vous avez des bases de données de cet indicateur. Et cet indicateur nous permet ensuite de simuler effectivement l'augmentation de la matière organique à partir des pratiques d'épandage. Donc on a un moyen de faire des scénarios avec les différentes matières organiques qui sont disponibles, de calculer quelle pourrait être l'augmentation si on apportait telle ou telle matière. Et là, c'est par exemple un exemple de différents scénarios d'utilisation des matières, sachant qu'on retrouve le seuil de 4 pour 1000 ici. Donc on voit qu'avec beaucoup de matière, on est capable d'augmenter ces teneurs en matière organique. Alors, on augmente les matières organiques, et cette matière organique, donc c'est bien pour le stockage de carbone et le changement climatique, mais c'est aussi bien parce que ça va améliorer les propriétés des sols, et en particulier les propriétés physiques, biologiques et chimiques. Et allons-y. Donc ça, alors on ne va pas tout détailler, mais en gros, c'est des activités. On a mesuré plein d'activités biologiques, et puis on compare. Ici, le traitement témoin, et puis les différents traitements qui reçoivent des matières organiques. Et vous voyez que pour à peu près, dans tous les cas, on a des activités biologiques qui sont supérieures dans les traitements
organique par rapport au traitement témoin qui est le traitement en noir. Donc on a bien une augmentation de l'activité biologique. L'augmentation de cette activité biologique, elle se traduit par une augmentation de la porosité. Ici, c'est un scan d'une colonne de sol qui est fait dans un traitement où on a mis des matières organiques et dans le traitement témoin. Vous voyez qu'on augmente très fortement la porosité en lien avec l'activité des lombriques, et donc on améliore la pénétration de l'eau dans le sol. On augmente aussi donc la résistance à l'érosion. On augmente la quantité d'eau disponible dans les sols. Donc le ressuyage, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis donc voilà, c'est une façon de répondre aussi à la menace dont a parlé Christian tout à l'heure, de résistance à l'érosion et de limiter les risques d'érosion. Alors, deuxième grand intérêt de ces matières, c'est d'avoir une valeur fertilisante et donc d'apporter des éléments nutritifs. Allons-y. Et là, donc ça, on retrouve les camemberts de tout à l'heure avec la quantité d'azote, et c'est d'ores et déjà, puisque ce sont les effluents d'élevage en très grande majorité, donc vous voyez qu'il y a déjà, c'est la quantité donc, d'azote, de phosphore et de potassium contenus dans ces matières-là, et il y a déjà donc 39% de l'azote épandu sur les sols qui provient des effluents d'élevage, 70% du phosphore et 82% du potassium qui proviennent de ces matières-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connu, que ce sont des fertilisants. Alors comment on peut définir, on va aller insister un peu sur l'azote, comment on définit l'intérêt fertilisant de ces matières par rapport à l'azote. Donc l'azote, il est dans les matières qu'on épand, il peut être soit sous forme organique, soit sous forme minérale. Les plantes, elles vont plutôt elles utilisent plutôt l'azote sous forme minérale. Donc ce qui va intéresser pour la valeur fertilisante, c'est la quantité d'azote minéral présent dans la matière, et puis si on apporte de l'azote organique, la part qui va se minéraliser, donc qui va se transformer en azote minéral très rapidement. On voit aussi sur cette figure qu'il y a un lien entre ce qu'on a vu précédemment, l'augmentation de la matière organique du sol, et l'intérêt fertilisant, puisque cette fraction organique, si elle ne se dégrade pas dans le sol, elle va rester dans le sol sous forme de matière organique, et donc il va y avoir un lien très fort entre l'intérêt pour augmenter la matière organique du sol et l'intérêt fertilisant des matières. Si on classe toutes ces matières, on voit que le compostage va fortement diminuer la valeur fertilisante, mais augmenter l'intérêt amendant. Alors, puisque vous avez travaillé sur la méthanisation, vous voyez que la méthanisation, ça va fortement augmenter l'intérêt fertilisant de cette matière-là, mais aussi l'intérêt amendant, parce qu'il y a de la stabilisation de la matière au cours de la méthanisation. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Bon, oui, on ne va pas aller dans les détails là-dedans. Voilà, et donc on sait que ces matières ont un intérêt fertilisant, et donc ce qu'il faut pour l'agriculteur, pour pouvoir gérer les doses épandues, c'est pouvoir les comparer par rapport aux engrais minéraux. Donc on définit ce qu'on appelle des coefficients équivalents engrais. Donc ça, c'est traduire l'équivalent, comme son nom l'indique. Si je mets 100 kg par exemple 100 kg de lisier de volaille, c'est 100 kg d'azote sous forme de lisier de volaille, ils seront équivalents à 80 kg d'azote sous forme d'engrais minéral. Donc il y a des produits qui vont avoir un intérêt fertilisant très fort. Et puis on retrouve que les composts, si on met 100 kg d'azote de compost, on n'aura que 20 kg d'azote disponible dans ces matières-là. Donc il y a comme ça des indicateurs qui permettent aussi de représenter l'intérêt fertilisant des différentes matières utilisées. Une petite question, c'est-à-dire que le reste est lessivé, du coup, c'est pas capté dans le sol, qu'est-ce que ça devient Alors le reste, par exemple, on voit pour le compost, c'est que c'est sous forme organique. D'accord. C'est que c'est sous forme organique et pas disponible. Pas disponible immédiatement, que ça sera disponible parce que ça augmente la matière organique du sol et que progressivement, il faudra prendre en compte ça aussi dans la gestion de la fertilisation. Bon, alors ça, je vais peut-être passer. Ça, c'est juste, on va aller au résultat, voilà. Donc, on a un autre essai dans lequel on a vraiment des matières qui ne sont pas des composts, mais des fertilisants qui sont apportés. On a calculé, ça c'est des résultats de l'essai de Colmar, où là on a calculé les économies d'engrais, donc l'intérêt d'utiliser ces produits résiduaires organiques
pour économiser des engrais. Donc ça, c'est des économies en euros, ou plutôt, non, ça, c'est les dépenses en engrais azotés, phosphatés, potassiques dans les traitements qui ne reçoivent pas de matière organique, donc 2288 € sur une dizaine d'années. Et puis, vous voyez qu'on a économisé, donc ça doit être écrit quelque part. Non, si, c'est après, voilà. On économise de 1000 à 1300 € par hectare d'engrais sur 11 ans grâce à cette utilisation de produits résiduaires organiques. Voilà un intérêt. Voilà. Alors par contre, et ça c'est particulièrement vrai dans le cas des digestats, donc c'est l'utilisation de ces matières, il peut y avoir des impacts environnementaux directement associés à l'intérêt fertilisant de ces matières, avec dans les cas des digestats des risques de volatilisation très importante de l'ammoniac, puisque dans les digestats l'azote est essentiellement sous forme ammoniacale, donc c'est du NH4 qui peut partir dans l'atmosphère sous forme de NH3 gazeux. Et donc, on peut perdre complètement cette ressource et que ça a un impact sur la qualité de l'air très très important. Il peut y avoir aussi des problèmes de gestion de la fertilisation, avec des problèmes de lixiviation de nitrate, des problèmes de lixiviation de phosphore ou trop de phosphore dans les sols, de lixiviation de carbone, donc de contamination des eaux. Et puis également des émissions de gaz à effet de serre associées à ces matières organiques, avec des émissions de N2O, de méthane, et puis des émissions de composés organiques volatiles également. Ça, c'est les facteurs d'émission qui sont donnés classiquement, mais qui sont associés, entachés de beaucoup d'incertitudes et qui demandent à être vraiment largement mieux étudiés que ces facteurs d'émission qui sont donnés là. Donc ça, je vais passer. Donc en conclusion sur cette partie-là, donc on voit qu'on peut effectivement substituer les engrais, en particulier pour la potasse et le phosphore, on peut substituer l'ensemble de ces engrais pour n'utiliser que les produits résiduaires organiques. Pour l'azote, donc il faut bien connaître la disponibilité de l'azote pour bien gérer les apports et ne pas, savoir exactement la quantité d'azote qui va être disponible associée à la présence de ces produits-là. Alors, il y a peut-être on en reviendra dans la discussion, mais le fait que ces matières contiennent à la fois de la matière organique, de l'azote, du phosphore et du potassium, ça peut être gênant dans la gestion des apports, parce que si on cherche à équilibrer la disponibilité de l'azote et du phosphore, ça peut gêner les quantités épandues, la bonne gestion de ces apports. Les effets à long terme sont moins bien quantifiés, et puis donc ne pas oublier qu'il peut y avoir des impacts environnementaux associés à ces pratiques. Alors ces matières peuvent être aussi associées à et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le cuivre et le zinc, donc ils peuvent être vecteurs de contaminants. Et alors il y a 3 grands types de contaminants, des contaminants biologiques, et là je ne vais pas en parler, donc c'est les pathogènes qui peuvent être associés à ces matières-là. Des contaminants organiques, alors on a vu les HAP tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres, et des contaminants minéraux, donc c'est les problèmes des éléments traces métalliques, ou ETM, qui sont là souvent évoqués, et puis il y a des problèmes de devenir, de transfert dans l'environnement, avec un problème de persistance, de mobilité, de biodisponibilité, de transfert entre les différents compartiments de l'environnement. Alors pour les métaux, donc là je ne sais pas ce que. Comment ? Ok. Donc il y en a une variété, on va dire qu'il y en a une variété restreinte de métaux. Ils sont persistants, donc et ils sont présents naturellement dans les sols, et puis ils sont aussi présents dans les matières qui sont recyclées. Il y a un contraste par rapport aux éléments des ETM, c'est qu'ils peuvent être à la fois oligo-éléments ou toxiques. Donc il y en a quelques-uns, comme le cuivre et le zinc, justement, qui sont des oligo-éléments, mais qui peuvent être aussi toxiques à forte dose. Donc ça, je vais passer. Bon, je vais tout de suite parler des exemples de résultats, où effectivement pour les métaux, donc ça c'est de nouveau pour les métaux, c'est pas compliqué de calculer l'effet que ça peut avoir, puisque on peut à peu près quantitativement voir l'évolution des concentrations en connaissant le flux qu'on apporte dans les sols. Il suffit de calculer pour voir qu'on va avoir une augmentation de la concentration dans les sols. Et donc ces flux apportés, ils peuvent être assez importants pour le cuivre et le zinc,
pour d'autres contaminants comme le cadmium, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet sur les concentrations de cadmium dans les sols, voire même au contraire, il peut y avoir des interactions avec la modification du pH dans les sols, puisqu'il peut y avoir dans certains cas une augmentation du pH qui fait que, alors vous ne voyez peut-être pas bien les couleurs, mais ça peut diminuer très fortement la disponibilité des éléments traces métalliques comme le zinc et le cadmium qui sont beaucoup moins disponibles quand on augmente le pH dans les sols. Donc c'est une manière de limiter les impacts de ces matières. Et en gros, ce qu'on peut retenir concernant notre retour d'expérience, c'est qu'il n'y a pas de dégradation de la qualité des agroécosystèmes quand on apporte les produits de façon résolue. Alors pour les contaminants organiques, le grand problème, c'est qu'on parle beaucoup de HAP dans la réglementation, mais il y en a une très très grande diversité. Et que ceux qui sont peut-être dont on parle pas mal en ce moment, sont les résidus pharmaceutiques, pour lesquels on voit qu'il peut y avoir une augmentation progressive dans les sols avec des calculs de temps de demi-vie qui montrent que ce sont des produits qui peuvent être assez persistants avec des risques de développement d'antibiorésistance dans les sols associés à ces apports, ces retours au sol. Et puis donc pour terminer, je vais terminer avec peut-être cette image, oui, ces deux images, que l'intérêt de ce recyclage et des approches territoriales de ce recyclage, c'est que ça permet effectivement de boucler les cycles sur des territoires, avec ici un travail qui a été fait sur le plateau de Saclay, où ici, alors vous n'allez pas voir, peu importe pour voir ce qu'il y a dans toutes les boîtes, ce qu'il faut voir, ça sont les flux d'azote actuellement sur le plateau de Saclay, avec, ici vous avez les terres arables avec cet azote qui provient des engrais, et puis l'azote qui est rejeté par les populations locales qui sort du territoire. Et vous voyez que si on recycle sur le territoire l'azote sur les terres arables, on diminue très fortement les besoins en engrais. On n'a même plus besoin d'engrais minéraux sur le territoire. On a suffisamment d'azote pour boucler le cycle de l'azote sur un territoire. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, je peux rester sur cette image-là de l'intérêt de ces matières pour vraiment le bouclage des cycles à l'échelle territoriale. Voilà, merci. Merci. Alors, avant de passer à la pause, quelques questions vraiment techniques oui. sur les éclaircissements. Oui, dans l'azote, est-ce qu'il y a moyen de savoir si c'est de l'azote anthropogénique à Verbosch ou quand on analyse un sol ou de l'azote qui était là avant, natif, systémement Vincens? Alors, ça on peut le faire avec du marquage de l'azote, oui, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits. Mais pas en général, pas en arrivant. Je ne crois pas que ça se fasse. Ouais. C'est bon, d'autres questions? Donc on va passer à la pause tout de suite. Je vous propose un quart d'heure, donc on va réduire un petit peu la pause parce qu'on a un petit peu de retard et on se retrouve donc à moins 10. Merci aux deux premiers intervenants.